L'histoire des vertébrés est marquée par deux phénomènes évolutifs majeurs. Le premier est la terrestrialisation ou sortie des eaux qui a lieu entre 400 et 380 millions d'années et qui correspond à la conquête du milieu terrestre par les vertébrés à pattes que l'on appelle les tétrapodes. Le deuxième événement est l'exact contraire. En fait, c'est le retour à la vie aquatique ou retour à l'eau qui débute vers 280 millions d'années, donc une petite centaine de millions d'années après la conquête du milieu terrestre, et qui voit donc des animaux terrestres retourner à l'eau. Ce retour à l'eau se fait en deux grandes étapes spectaculaires, avec les reptiles marins durant l'ère mésozoïque et avec les mammifères marins durant l'ère cénozoïque. C'est l'histoire de ce retour à l'eau au travers de quelques taxons emblématiques et via le prisme de leurs adaptations que nous vous présentons aujourd'hui. Les reptiles marins incluent plusieurs groupes qui se sont adaptés indépendamment au milieu aquatique et qui montrent des morphologies et des tailles très variées, allant de 20 cm à 20 mètres de long. Les trois groupes emblématiques de reptiles marins sont les ichthyosaures, les plésiosaures et les mosasaures. Le retour à la vie aquatique pour des animaux d'origine terrestre implique de sérieuses modifications tant anatomiques que physiologiques et comportementales pour s'adapter aux contraintes de ce nouvel environnement. Les ichthyosaures avaient une forme générale de poisson avec un corps très hydrodynamique, 4 palettes natatoires assurant leur direction et une queue permettant la propulsion. C'étaient les plus adaptés à un mode de vie en mer ouverte de reptiles marins de l'ère secondaire, probablement des formes très rapides. Alors, le groupe des plésiosaures se caractérise par un grand corps massif en forme de tonneau, avec un cou qui peut être plus ou moins long, suivant les espèces, ou très court chez d'autres. Une petite tête chez les animaux qui ont un cou très long et au contraire, une grande tête chez ceux qui ont un cou très court. Chez les tétrapodes retournés à la vie aquatique, les pattes évoluent en palettes natatoires. La partie proximale se raccourcit, tandis que la partie distale s'allonge avec notamment une augmentation du nombre de doigts et de phalanges. Les mosasaures sont des squamates comme les lézards et les serpents. L'évolution des formes terrestres à des formes entièrement marines peut être suivie grâce aux fossiles. On distingue 3 stades. Au stade 1, les mosasaures les plus primitifs, qui mesuraient entre 1 et 2 mètres de long, avaient encore des pattes, un sacrum qui connectait les membres postérieurs à la colonne vertébrale et des os compacts. Au stade 2, les mosasaures, qui mesuraient entre 1,5 mètre et 3 mètres, possédaient encore des pattes, des os moins compacts, mais on assiste à une déconnexion de la colonne vertébrale et des membres postérieurs par la perte du sacrum. Au stade 3, les mosasaures, qui mesurent alors entre 3 et 15 mètres de long, ont acquis de grandes palettes natatoires, il n'y a plus de sacrum et leurs os sont devenus spongieux. Ce sont des animaux rapides de mer ouverte qui deviennent cosmopolites et capables de traverser des océans entiers. Parmi les mammifères, il existe de très nombreux groupes adaptés au milieu aquatique. Ceux que nous connaissons particulièrement bien sont les carnivores, les loutres, les phoques, les otaries. Ici, par exemple, une otarie du Chili. Et ce sont des animaux qui sont capables à la fois de très bien nager, mais de revenir sur le sol où ils se reproduisent. Par contre, d'autres formes, comme les lamantins ou les dugongs, sont totalement inféodés au milieu aquatique et ils sont apparentés aux éléphants. Parmi les mammifères actuels adaptés au milieu aquatique, il est clair que les plus performants sont les cétacés. Ils ont une adaptation absolument remarquable, mais cette adaptation n'a pas toujours été aussi poussée. Et à l'origine, c'était des animaux très différents de ceux que nous connaissons actuellement. Les premiers cétacés sont apparus il y a environ 50 millions d'années. Ici, nous avons l'un des tout premiers cétacés, Pachycétus, qui provient du Pakistan. C'est un animal de la taille d'un loup, avec un long museau et une queue un petit peu plus longue. Comme on peut le voir, ces 4 membres sont tout à fait classiques et ne ressemblent en rien à ce qu'on observe chez les cétacés modernes.
Il était capable de courir, mais aussi il rentrait dans l'eau et avait une nage relativement simple, dite nage entre guillemets petit chien, c'est-à-dire que c'était un simple pédalage des 4 membres. Il pouvait donc poursuivre des proies relativement peu rapides, parce qu'il n'avait pas une nage rapide certainement, et il revenait facilement sur le sol pour se reproduire. Un point intéressant, ces orbites sont totalement orienté vers le haut, ce qui fait qu'il avait une parfaite vision binoculaire dorsale, donc il pouvait se tenir à l'affût sous l'eau de façon à attraper des petits herbivores qui viendraient s'abreuver dans la rivière ou l'estuaire où il se trouvait. Donc l'étape suivante de l'adaptation des cétacés à la vie aquatique est représentée par Ambulocetus. C'est un animal qui nage avec des mouvements verticaux de la partie postérieure du corps, c'est-à-dire simultanément les 2 membres postérieurs et la queue. Alors la troisième étape de l'évolution fonctionnelle de l'adaptation des cétacés à la vie aquatique est représentée par ce squelette de Cynthiacetus, qui est une forme qui provient du Pérou, qui a environ 35 millions d'années. Cette étape commence quelques millions d'années plus tôt, vers 38 millions d'années. Ce sont de grands cétacés, comme vous pouvez le voir, des formes extrêmement carnivores, de redoutables prédateurs. Les membres antérieurs sont transformés en palettes natatoires et ne servent plus à la locomotion, mais plus à l'équilibration lors de la nage. Et comme on peut le voir, les membres postérieurs sont complètement atrophiés et bien évidemment ne permettent plus un déplacement sur le sol. Donc ces cétacés sont totalement inféodés au milieu aquatique et contrairement à ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les formes amphibies, ces cétacés ne nagent qu'avec les mouvements de la queue, les mouvements verticaux de la queue, comme les cétacés actuels. Cette famille à laquelle appartient Cynthiacetus, les Basilosauridés, est à l'origine de tous nos cétacés modernes, les baleines, dauphins, orques et cachalots. Les adaptations au milieu aquatique apparaissent chez un nombre inimaginable de groupes de vertébrés tétrapodes, que ce soit des oiseaux, des reptiles, des mammifères. Ce sont soit des adaptations partielles au milieu aquatique, c'est-à-dire des animaux qui peuvent revenir sur le sol, soit des adaptations totales, c'est-à-dire des animaux qui sont totalement inféodés au milieu aquatique et ne reviennent pas sur le sol. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pour quelles raisons ces animaux sont retournés au milieu aquatique? Alors évidemment, la première qui vient à l'esprit, c'est les raisons alimentaires, pour profiter des extraordinaires ressources trophiques, ressources alimentaires du milieu marin ou des milieux aquatiques continentaux, mais aussi pour se protéger de prédateurs, de carnivores terrestres, non nageurs, non adaptés. Et également, on peut penser à une protection contre le climat, la température, pour se protéger quand le soleil est trop fort, des animaux à une peau trop fragile. Donc voilà, il existe certainement d'autres raisons, mais ce sont les principales raisons qu'on peut invoquer pour expliquer ce retour au milieu aquatique.